Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons d'abord que la correction fait partie de la troisième étape de la démarche d'évaluation, c'est-à-dire l'interprétation. Si on fait un petit rappel, nous avons trois types d'interprétation dont l'interprétation normative, l'interprétation critériée et l'interprétation dynamique. Mais quand on parle de la correction, on fait plutôt référence à l'interprétation normative qui est surtout utilisée dans une visée de comparaison sociale. Elle se réalise à partir de la correction des examens et des tests. Mais avant de parler de la correction proprement dite, attardons-nous un peu sur les types de situations d'apprentissage. D'abord, pour savoir comment corriger, il faut identifier au départ notre critère d'évaluation parce que dans le fond, on doit corriger ce sur quoi on va devoir un peu plus tard porter un jugement. Quand on parle de la correction, ça veut dire qu'il y a une bonne réponse. Donc, quand toutes les réponses sont bonnes, on n'a pas besoin de corriger. Alors, ça a l'air fou de dire que des fois, mais il y a plus d'une réponse à un problème. Par contre, quand il existe une bonne réponse et que le nombre de réponses est limité, en ce moment-là, on parle de la correction objective. Objective parce qu'on peut prévoir d'avance la réponse. Alors, pourquoi qu'on parle beaucoup d'examens objectifs, puis que traditionnellement, c'était l'examen le plus coté? Mais parce que l'examen objectif, il n'y avait qu'une réponse. Donc, on n'allait pas interpréter, on n'allait pas porter un jugement, on avait juste à vérifier si c'était une bonne réponse. Tout ça pour dire qu'un examen qui dit objectif, c'est un examen dont la réponse est objective. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est que la correction est différente selon les types de situations d'apprentissage dans lesquelles les élèves vont pouvoir démontrer leur niveau de compétence. La correction donc s'effectue selon la diversité des situations d'apprentissage. Alors maintenant, on va parler de la correction proprement dite. Qu'est-ce qui est important à savoir? C'est qu'il y a vraiment une variété de types de correction. Le schéma qui est ici nous montre un continuum qui implique l'enseignant tout seul, l'enseignant avec des élèves et les élèves tout seuls. Alors, la première correction, c'est la correction magistrale dont l'élève n'intervient jamais. Les réponses sont données aux élèves en même temps par l'enseignant. Les élèves font des exercices et après, l'enseignant donne les réponses tout simplement. L'enseignant corrige au tableau ou bien il y a aussi les travaux quand ils sont corrigés sans la présence des élèves. Par exemple, quand vous êtes en période libre ou bien à la maison, vous apportez vos fiches de travail ou les cahiers d'élèves pour corriger. Par la suite, il y a la deuxième ici, la correction collective. C'est là que les élèves interviennent dans le processus. Donc, ça peut se faire comme une façon linéaire dont l'enseignant dirige la correction. On corrige tout le monde ensemble, puis les élèves lèvent la main pour répondre. Les élèves répondent chacun à leur tour, et tout ça, on peut aussi le faire d'une façon ludique, c'est-à-dire qu'on peut établir des règles dans une situation compétitive ou un jeu, et on amène les élèves à répondre à des questions. Par exemple, on peut aussi diviser les élèves en équipes et à chaque fois qu'ils répondent, ils auront un jeton ou bien ils auront un privilège ou ils avancent dans une pyramide ou ils avancent dans l'échelle. Il y a aussi le troisième type de correction. On peut décider qu'une partie du travail seulement soit sélectionnée pour donner un modelage pour savoir ensuite comment faire avec les restes du travail. Ça peut se faire aussi par observation. Par exemple, vous pouvez vous déplacer dans la classe et demander aux élèves de souligner, mettons, les informations importantes en rouge et encercler en jaune la question demandée.
Mais juste en promenant dans la classe, vous pouvez vérifier tout de suite si l'élève a bien utilisé les stratégies que vous avez demandées. Ensuite, à partir des critères. À partir des critères, on peut cibler quelques critères et porter notre correction juste sur ces critères-là. On peut aussi avoir un ou quelques objectifs seulement qui soient à évaluer. Donc, on n'a pas besoin d'évaluer tous les objectifs quand on fait des petites activités. Et on dit aussi que l'élève sait sur quoi porter l'évaluation. Donc, vous pouvez cette fois-ci, par exemple, faire l'introduction d'une histoire et l'élève aura dans le fond une autre journée pour faire le déroulement de l'histoire. Donc, vous pouvez juste évaluer l'introduction ou vous pouvez également évaluer juste les idées, de ne pas regarder la syntaxe, de ne pas regarder l'orthographe, juste regarder s'il est capable de former des idées et bien les mettre dans une phrase qui sont cohérentes. On a aussi la correction par un autre élève, le passer au suivant. Donc, on peut passer la copie au suivant, puis on corrige tout le monde ensemble. On peut aussi se corriger en diade, de se mettre 2 à 2, puis comparer la réponse. Et enfin, la correction d'expert, comme je vous disais tantôt. L'enseignante corrige les 4 premiers qui ont terminé en premier. Ils viennent voir l'enseignante à son bureau et si la réponse est bonne, là on peut les nommer experts. On écrit par la suite les noms des experts au tableau et c'est aux autres élèves d'inscrire leur nom en dessous de l'expert qu'ils veulent consulter. Et finalement, on a aussi la correction par l'élève lui-même. On l'appelle aussi l'autocorrection. Donc, il faut s'assurer juste qu'il a une bonne réponse, que c'est facile à corriger, puis qu'il n'y a pas d'interprétation. Alors, comme on dit souvent, il faut baser sur la confiance des élèves. C'est sûr que si moi, je vois dans mon cas l'élève qui triche et puis qu'un ami voit que l'élève triche aussi, ça se peut qu'il perde son privilège de s'autocorriger. Parce qu'il faut dire aussi des fois aux élèves que s'autocorriger, c'est un privilège. C'est sûr aussi que si vous voulez tous corriger, vous ne finirez jamais. Donc, il faut décider dans votre planification à chaque semaine qu'est-ce que les élèves se corrigent par eux-mêmes, qu'est-ce que vous faites corriger par d'autres élèves, qu'est-ce que vous faites corriger toute la classe ensemble, qu'est-ce que vous corrigez en vous promenant dans la classe, puis qu'est-ce que vous gardez finalement pour corriger par vous-même tout seul. Donc, souvent, ce sont les situations complexes que vous corrigez par vous-même. Et ça, il n'y en a pas tous les jours, les situations complexes. Vous voyez ici différentes façons dont les enseignants puis les écoles ont fait des codes de correction. Qu'est-ce qui est important dans le code? C'est que quand vous vous établissez un ici, comme dans l'écriture, essayez d'avoir les mêmes d'une année à l'autre. On les complète d'une année à l'autre. Parce que souvent, les problèmes qu'on a retrouvés avec les élèves, c'est juste savoir comment apprendre à appliquer les codes, c'était déjà une stratégie. Quand l'année d'après, on change complètement le code et c'est difficile. Par exemple, si on dit tu fais tes lunettes pour tes accords, bien tu fais toujours tes lunettes pour tes accords. Si tu soulignes quelque chose, c'est toujours souligner les mêmes types de mots. Pour ne pas qu'à chaque année, une fois, on souligne le groupe de noms et d'autres fois, on souligne les groupes de verbes. Une fois, on souligne la qualité. Et ça, c'est difficile pour les élèves de souvenir d'une fois à l'autre les stratégies qui sont différentes. C'est ce qu'il faut retenir donc. Il faut que le code ne soit pas trop compliqué, puis que ça soit bien illustré, puis qu'ils apprennent à l'utiliser pour être capable après ça, que vous soyez capable de voir est-ce qu'ils étaient capables de se corriger par eux-mêmes. Donc, vous faites des modelages, vous montrez comment corriger. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? Ce qui est dit ici, c'est qu'il faut utiliser un code simple et évocateur.
progressif d'un cycle à l'autre, facile à mémoriser. Ça veut dire que si dans une année, ils doivent surligner un mot, il ne faut pas l'année d'après, ils les entourent parce que là, ils vont tout mêler dans ces codes. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient cohérents d'une année à l'autre. Il faut aussi qu'ils soient accessibles. Et comme nous pouvons voir aux images qui sont là, il faut que les codes de correction sont en application évolutive selon le niveau des élèves. Et nous pouvons aussi voir ici d'autres types de codes.